pas un seul jour sans qu'on ne parle d'elles. On les appelle les IA, les intelligences artificielles, des voitures intelligentes, des téléphones intelligents, des ordinateurs ou des systèmes de surveillance intelligents. Ces machines se répandent peu à peu autour de nous. Dans le domaine médical, le commerce, la maison, les transports. Partout, la révolution des IA est en marche. Je prédis que dans les 2 ou 3 prochaines années, il y aura des voitures complètement autonomes qui rouleront dans certaines des principales villes du monde. À peu près toutes les applications que vous pouvez imaginer vont être modifiées par l'intelligence artificielle. Toutes nos actions, tous les aspects de nos existences seront modifiés d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, les progrès de ces machines intelligentes semblent sans limite. Sont-elles amenées à nous dépasser ou même à nous remplacer? Si par définition une super intelligence est capable de nous surpasser dans tous les domaines de l'intelligence, alors nos propres efforts deviendront obsolètes à ce moment-là. Par certains côtés, ces machines ont des capacités surhumaines, mais en fait, on n'a pas de machine à l'heure actuelle qui soit aussi intelligente qu'un rat, par exemple. Entre fantasme et réalité, rencontre avec ces intelligences artificielles qui sont en train de changer le monde. Tout commence par un duel entre un homme et une machine. Nous sommes le 11 mai 1997. Garry Kasparov, champion du monde d'échecs, affronte Deep Blue, un supercalculateur développé par IBM. Composé de 256 processeurs, la machine a été dotée d'une mémoire remplie de millions d'anciennes parties d'échecs. Pour chaque situation, elle est capable d'analyser sa base de données et de calculer 200 millions de positions par seconde pour choisir le meilleur coup à jouer. Au milieu de la partie décisive, Kasparov, considéré comme l'un des meilleurs joueurs d'échecs de tous les temps, abandonne. Deep Blue Kasparov, after the move C4, has resigned. Pour la première fois, la possibilité qu'un ordinateur devienne plus fort que l'homme devient réalité. Le geste est pathétique, l'heure est historique. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine. L'ogre de Bakou, d'ordinaire impassible, a dû aller jusqu'au bout de l'humiliation. 20 ans plus tard, en mars 2016, Lee Sedol, numéro 3 mondial du jeu de Go, affronte AlphaGo, une intelligence artificielle développée par Google. Contrairement aux échecs, les 361 cases du plateau de Go donnent lieu à trop de combinaisons pour qu'une machine puisse en calculer tous les coups possibles. Mais cette fois, en plus de capacités de calcul extraordinaires, les concepteurs d'AlphaGo ont réussi à donner à leur programme des facultés d'apprentissage. Au fil des parties jouées, la machine apprend et s'améliore. Sur les 5 parties jouées face aux champions humains, AlphaGo en remportera 4. A computer program beat a human brain at the ancient Chinese board game of Go. It shows that a machine has approximated human intuition and outsmarted the best human brain in the game. Moins d'1 an après cette victoire retentissante, c'est au tour de 4 champions de poker de se mesurer à une autre intelligence artificielle, baptisée Libratus, dans un tournoi d'une durée de 20 jours à Pittsburgh. Mais alors que les programmeurs de Deep Blue et AlphaGo leur avaient entré en mémoire des milliers d'anciennes parties jouées par les humains pour améliorer leur programme, Libratus est devenue, sans aucun entraînement préalable, la meilleure joueuse de poker de tous les temps. Nous n'avons donné à Libratus aucune donnée de poker pour qu'elle apprenne à jouer. On lui a juste donné les règles du jeu. Et c'est elle qui a décidé de sa propre stratégie. Donc c'est très différent de Deep Blue ou d'AlphaGo, à qui on avait donné au départ d'anciennes parties de grands champions pour devenir plus forts. Notre algorithme a appris tout seul à très bien jouer en partant de zéro.
Lors du tournoi, Libratus tournait sur 50 serveurs d'un superordinateur. À chaque main, il ne fallait à l'intelligence artificielle que 9 secondes en moyenne pour analyser ses cartes et choisir ses mises. Le tout en tenant compte du jeu de ses adversaires. Le soir, pendant que les humains dormaient, Libratus analysait les parties de la journée pour identifier les failles qu'avaient utilisées ses adversaires et les corriger pour le lendemain. Au fil des jours, Libratus a commencé à faire grimper de plus en plus ses mises dans le cas de mains très faibles ou à les minimiser dans le cas de mains très fortes. Le bluff venait d'émerger naturellement comme une stratégie mathématique fiable aux yeux de la machine, sans même avoir eu besoin de la programmer. Je ne joue pas souvent au poker, parce qu'en fait, je ne suis pas un très bon joueur. Les gens disent que j'écris des programmes qui jouent au poker, mais je ne sais pas écrire des programmes qui jouent au poker. C'est pour ça qu'on écrit des algorithmes qui eux-mêmes écrivent des programmes qui jouent au poker. Et c'est ce que j'ai toujours trouvé intéressant en intelligence artificielle, c'est que vous pouvez écrire un programme qui devient plus intelligent que vous. Le concept d'intelligence artificielle est né en 1956 aux États-Unis sous l'impulsion d'un groupe de scientifiques, parmi lesquels Marvin Minsky du MIT et John McCarthy de Stanford. Leur définition est simple. Tout programme informatique qui accomplit des tâches normalement réservées aux hommes du fait de leurs capacités intellectuelles. Une IA n'est donc qu'un simple programme, mais un programme censé être doté de facultés comme l'apprentissage ou l'adaptation, et même d'une forme de raisonnement. Peu à peu, le développement de l'intelligence artificielle a accompagné celui des ordinateurs. Et à peine un demi-siècle après que seulement quelques chercheurs aient donné naissance à la discipline, l'IA, l'intelligence artificielle, est devenu le nouveau Graal des entreprises les plus puissantes du monde. Je m'appelle Yann Lequin. Je suis directeur de Facebook AI Research, qui est la branche de recherche en intelligence artificielle de Facebook. Je suis aussi professeur d'informatique et de sciences des données à l'Université de New York. Yann Lequin ressemble à un New-Yorkais comme un autre. Pourtant, il est une star mondiale de l'intelligence artificielle. Français installé aux États-Unis depuis 30 ans, il fait partie des quelques scientifiques dont les recherches sont aujourd'hui utilisées dans le monde entier et qui ont fait basculer la planète dans l'ère des IA. Il a été embauché par Facebook en 2013 pour créer et diriger un institut de recherche au sein même de la multinationale. Il a été baptisé FAIR, Facebook Artificial Intelligence Research. Le but de FAIR est tout d'abord de développer des nouvelles méthodes pour rendre les machines plus intelligentes. Donc c'est vraiment faire avancer la science, faire avancer la recherche et la technologie. Et puis par ailleurs, trouver des applications pratiques de ces progrès au cours du temps. Rendre les machines plus intelligentes et surtout leur apprendre à analyser les milliards de données que s'échangent en permanence les utilisateurs de Facebook. Il y a environ 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook et les utilisateurs de Facebook dans le monde entier téléchargent chaque jour environ entre 1 milliard et 1,5 milliard de photos. Ces photos, moins de 2 secondes après avoir été téléchargées sur Facebook, sont passées par un certain nombre de systèmes de reconnaissance d'images qui permettent de savoir ce qu'il y a dans l'image pour montrer aux gens les contenus qui sont les plus susceptibles de les intéresser. Les IA de Facebook
peuvent à la fois identifier en une fraction de seconde nos centres d'intérêt, mais aussi filtrer les contenus et empêcher la publication de visuels violents ou pornographiques. Pour qu'un système intelligent sache reconnaître des objets sur une photo, il faut d'abord le faire passer par une phase d'apprentissage. Une méthode baptisée Deep Learning ou apprentissage profond. Inspirés de notre cerveau, ces systèmes intelligents fonctionnent à l'aide de réseaux de neurones dits artificiels. Un réseau de neurones artificiels se décompose en plusieurs couches sur lesquelles une multitude de mini-programmes informatiques sont connectés les uns aux autres. Prenons un exemple simple. Apprendre à cette machine à reconnaître un chat sur une image. D'abord, on lui montre des millions d'images de chats, toutes différentes les unes des autres. Pour chaque image, la machine doit dire ce qu'elle voit. Si elle répond que c'est un chat, le système ne change pas. Mais si au contraire elle se trompe, et qu'elle répond par exemple qu'elle voit un chien, alors les connexions entre ces neurones se modifient jusqu'à ce que la machine donne la bonne réponse et qu'elle dise qu'elle voit bien un chat. L'opération est reproduite des milliers, voire des millions de fois. Au cours de ce processus, chaque neurone apprend à reconnaître un motif particulier. Le rond noir de l'œil, la forme du nez, la pointe de l'oreille, les poils de la moustache. Et peu à peu, les paramètres du système se modifient pour être de plus en plus performants. À la fin de son apprentissage, on peut alors présenter à la machine une image de chat qu'elle n'a jamais vue et il ne lui suffira que de quelques secondes pour analyser les moindres détails de la photo. Quel que soit l'angle de prise de vue, la couleur, la luminosité ou même la race, elle saura reconnaître l'animal. Elle aura appris le concept de chat. Ces systèmes sont quelquefois entraînés avec des centaines de millions, des milliards d'exemples. Chacun de ces exemples a été étiqueté par une personne ou plusieurs personnes. Est-ce que c'est un sac d'une marque particulière ou une voiture d'une marque particulière, etc. Enfin, on peut arriver à déterminer en fait, des catégories avec ces systèmes qui sont de granularité très fine. Je ne sais pas, une espèce de plante, une race de chien, enfin, des choses comme ça. What is the cat sniffing? Banana. Where is the cat? On bed. Aujourd'hui, les systèmes intelligents de Facebook sont capables, sur n'importe quelle photo ou n'importe quelle vidéo, de comprendre ce qui se passe dans la scène, Soccer. d'identifier tous les objets présents, Is the dog wearing a collar? Yes. d'en déterminer les caractéristiques What color is the dog? Black. et même de reconnaître les personnes présentes. Is there a baby in the photo? Yes. Plus rien ne leur échappe. Where is the baby standing? Bathroom. Facebook, Amazon, Apple, Google. Grâce à leurs moyens financiers quasi illimités, les grandes multinationales de l'ère digitale sont devenues les pionnières de la recherche en IA. Et les applications que ces mastodontes du numérique sont en train de concevoir dans leurs laboratoires vont peu à peu changer le cours de nos vies. Caché en plein cœur de la campagne, dans le nord de l'État de New York, se trouve le centre de recherche d'IBM. Un lieu mythique qui fut le théâtre de l'un des événements les plus marquants de l'histoire des affrontements entre humains et intelligence artificielle. C'est ici même qu'avait été organisée en 2011 une émission qui est depuis entrée dans l'histoire. Pour la première fois, Watson, une IA conçue par IBM, affrontait à cette occasion deux des plus grands champions de l'histoire de Jeopardy. Let's take alternate meanings for 200, Alex.
Le principe de ce jeu télévisé est simple. À partir d'une réponse donnée, les candidats doivent trouver la question qu'il faut lui associer. Four-letter word for the iron fitting on the hoof of a horse or a card dealing box in a casino. Watson. What is issue? You are right. You got it. Watson. Au cours de l'émission, Watson prouve non seulement qu'il peut ingurgiter une quantité phénoménale d'informations, mais aussi qu'il est capable de comprendre le sens des phrases et la subtilité du langage des hommes. Brad. Who is Sylvester Stallone? Right. Watson. Who is Franz Liszt? You are right. What is violin? Ce jour-là, devant un public composé de tous les chercheurs ayant participé à son développement, Watson a écrasé ses adversaires humains. Après ce succès retentissant, IBM a développé son IA pour vendre ses compétences dans de nombreux domaines. Le premier d'entre eux est la médecine. Watson a appris à diagnostiquer le cancer avec pour objectif d'y parvenir mieux et plus vite qu'un médecin humain. Pour programmer leur algorithme, les experts d'IBM ont travaillé avec le Memorial Sloan Kettering de New York, l'un des plus grands centres de cancérologie aux États-Unis. En utilisant les connaissances des cancérologues, l'intelligence artificielle a appris à analyser les radiographies, les résultats de scanners ou de tests sanguins, et à y reconnaître les symptômes caractéristiques de chaque tumeur. Et en parallèle de son apprentissage, Watson a été nourri de toutes les données disponibles sur le cancer. Une masse d'informations que même le meilleur des médecins est matériellement incapable de lire dans son intégralité. Nous avons entraîné Watson à lire et comprendre l'intégralité de la littérature médicale sur le cancer. 2300 publications, tous les articles sur les journaux médicaux qui parlent de la maladie, tous les essais cliniques et toutes les notices de médicaments qui sont autorisés pour traiter les humains. Le système regroupe toutes ces informations et dit aux médecins lesquelles seront à prendre en compte pour choisir le traitement de son patient. Aujourd'hui, Watson est en test dans plusieurs centres de cancérologie aux États-Unis. L'objectif est que les médecins parviennent à personnaliser le traitement de chaque patient en faisant analyser par l'IA tous les examens qu'il a passés au cours de sa vie, les détails de son génome, les caractéristiques du cancer dont il est atteint et en les comparant avec les bases de données mondiales existantes et les résultats obtenus sur des tumeurs du même type. Dans le cas d'un patient âgé de 50 ans, il existe sans doute des téraoctets d'informations issues de tous les examens qu'il a subis au cours de sa vie. C'est une masse d'informations qu'un médecin est incapable de lire au cours des 15 minutes qu'il passe en consultation avec son patient. C'est ça le pouvoir de l'intelligence artificielle. Pouvoir analyser toutes ces informations et les remettre dans le contexte de la maladie pour aider le médecin à travailler. Nous constatons déjà qu'utiliser l'intelligence artificielle aide les cancérologues ou les différents centres de traitement du cancer. Grâce à la puissance de Watson, ils peuvent aller du génome d'un patient au choix du meilleur traitement en 3 à 5 minutes. IBM développe à présent Watson pour l'assistance au diagnostic d'autres maladies. Les programmeurs ont donc eu besoin de fournir à leur intelligence artificielle des données. Beaucoup de données. La pratique de la médecine est en train de se transformer. Essentiellement parce qu'avant, les données qui résultaient d'une consultation entre un patient et son médecin n'étaient pas forcément conservées. Aujourd'hui, tout est enregistré numériquement et on peut réutiliser les données de plus en plus. C'est pourquoi nous avons convaincu la compagnie IBM d'acquérir une énorme quantité de données médicales. Et nous disposons à présent de 90 millions de dossiers médicaux numérisés, 30 milliards de radiographies et 200 millions de dossiers d'assurance. Maintenant, imaginez un monde dans lequel toutes ces données, pas seulement les données qui concernent le cancer, mais toutes les données qui sont générées par les expériences des humains, soient utilisées pour nous aider à vivre une vie meilleure.
diagnostic plus fiable, traitement plus adapté. La collecte de milliards de données médicales par des firmes comme IBM serait donc la promesse d'une médecine du futur plus sûre, plus efficace. Mais comment s'assurer que les traitements préconisés par les machines seront les bons? Les médecins pourront-ils contrôler des programmes qui disposent de plus d'informations qu'eux? En parallèle des espoirs qu'elle suscite, l'intrusion des intelligences artificielles dans la médecine fait donc naître de nombreuses questions. D'autant qu'elles se développent même dans un domaine jusqu'à présent étranger aux ordinateurs, celui de la psychiatrie. À Pittsburgh, les chercheurs travaillent sur un système baptisé Multisense. Qu'est-ce qui vous a amené à l'hôpital? Je ne m'en souviens pas bien. Ce programme intelligent, relié à un micro et une simple webcam placée face au patient, est capable de reconnaître en à peine 5 minutes si la personne filmée souffre de dépression, de syndrome de stress post-traumatique ou de schizophrénie. Quelque chose vous a préoccupé récemment? Pas vraiment. Pour apprendre à Multisense à effectuer ces analyses, les programmeurs ont travaillé avec des psychiatres de l'hôpital McLean de Boston qui ont enseigné à l'intelligence artificielle les symptômes caractéristiques connus pour chaque pathologie. Ce que vous voyez ici sont les indicateurs de comportement que Multisense détecte automatiquement. Le sourire et la direction du regard sont souvent impactés par la dépression. Une personne atteinte de dépression va souvent avoir un sourire plus étroit et avec moins d'amplitude, et elle détournera plus souvent le regard. Quant à ces 3 indicateurs, ils sont eux plutôt liés à un traumatisme. Je crois qu'ils aimeraient que j'arrive encore mieux à surmonter mes problèmes. Au cours de l'entretien, le patient répond à une série de questions sur son état mental. La machine enregistre en temps réel l'évolution de 68 points sur son visage et la modulation de sa voix. Multisense s'est entraîné sur un groupe de 300 individus, parmi lesquels certains ne souffraient d'aucune maladie et d'autres avaient déjà été diagnostiqués par les médecins comme souffrant de troubles psychologiques. À la fin de son apprentissage, la machine était capable de détecter avec précision les comportements des patients malades et le type de pathologie dont ils souffraient. Mais les premiers tests du programme ont également eu des résultats inattendus. En récoltant des données sur plusieurs dizaines de patients suivis à l'hôpital, l'intelligence artificielle a réussi à extraire des indices récurrents, symptomatiques de leur pathologie, qui étaient jusqu'alors inconnus des psychiatres. L'un des aspects intéressants est la parole. En filmant des patients déprimés, notre système a constaté que leur façon de prononcer les voyelles A, E, I, O, U se ressemblent. Elles sont beaucoup plus courtes chez les patients atteints de dépression que chez les autres. Le but de Multisense est de détecter automatiquement ces indicateurs de comportement pour donner régulièrement aux médecins un résumé de l'état de leurs patients, pour qu'ils puissent suivre au fil des semaines les changements dans leur comportement. Car des études ont montré que ces changements de comportement peuvent justement être des marqueurs de guérison. Donc en utilisant cette technologie dès le début, vous pourrez raccourcir la durée du traitement. Ou si le comportement du patient ne change pas, modifier son traitement. C'est pour ça que je pense que cette technologie sera très bénéfique pour la santé. Les IA sont donc bel et bien en train de révolutionner la médecine. Et avec elles, de nombreux autres secteurs de notre vie s'apprêtent à être entièrement bouleversés par l'intelligence artificielle. Pour certains, son arrivée signifie même le remplacement pur et simple de l'être humain par la machine. Les collaborateurs de cette très jeune entreprise n'ont jamais travaillé dans le secteur automobile. Pourtant, ils programment une intelligence artificielle capable d'apprendre comme un humain à conduire une voiture. Falling over.
Dans le monde entier, des dizaines de startups se sont lancées dans la course à ces voitures dites autonomes. Nutonomy, issue d'un programme de l'université américaine du MIT, est sans doute celle dont les résultats sont déjà les plus prometteurs. Aujourd'hui, notre but est de mettre une voiture sur la route sans personne dedans. Un véhicule autonome qui viendrait vous chercher chez vous et vous amener où vous voulez aller. Il y a plusieurs choses que vous devez accomplir pour arriver à faire conduire une voiture toute seule. On commence par prendre une voiture tout à fait normale et on la transforme pour être contrôlable par un ordinateur. D'abord, on permet à notre ordinateur de parler au volant, au frein et à l'accélérateur pour qu'il puisse la commander sur la route. Ensuite, on intègre des capteurs pour que la voiture puisse comprendre son environnement. Les capteurs d'une voiture autonome sont complémentaires. Vous avez des caméras qui observent le monde et peuvent analyser à quoi ressemblent les objets autour. C'est très utile pour distinguer par exemple une personne d'un véhicule. Vous avez un capteur de type LIDAR qui mesure la géométrie de l'environnement. Nous les humains, nous utilisons des points de repère dans une scène. Ça peut être un magasin ou des panneaux de signalisation. Les voitures autonomes n'ont pas la même façon que nous de se repérer. Elles recréent un modèle géométrique du monde en utilisant notamment les données du LIDAR. Et quand la voiture est sur la route, elle compare en permanence les données qu'elle enregistre grâce à ses capteurs avec le modèle géométrique qui est stocké dans sa mémoire. La partie la plus complexe de tout le développement de ce logiciel, c'est d'apprendre à la voiture à conduire. Développer l'intelligence artificielle, ou si on veut, le cerveau de la voiture. Nous appelons ça la prise de décision. C'est ça le grand défi. Et la raison pour laquelle c'est si difficile, c'est qu'une voiture peut faire face à une infinité de situations de conduite. Des configurations d'intersections différentes, un nombre de piétons différents, etc. Chez Nutonomy, au lieu d'essayer d'apprendre à la voiture comment gérer chaque situation, on lui donne simplement un manuel de conduite. Et quand la voiture est sur la route, elle interprète ses règles et décide ce qu'elle doit faire. Pour l'instant, la plupart des pays imposent un conducteur de sécurité dans toutes les voitures autonomes testées sur route, pour que l'homme puisse reprendre le contrôle sur la machine à tout moment. Mais jusqu'à quand? Les recherches avancent, et vite. Alors va-t-on voir bientôt des millions de voitures autonomes envahir les villes du monde entier? Le Graal pour l'industrie, c'est d'être assez confiant pour enlever le conducteur de sécurité de la voiture. Plusieurs compagnies sont de plus en plus près de cet objectif. Et moi, je prédis que dans les 2 ou 3 prochaines années, il y aura des voitures complètement autonomes qui rouleront dans certaines des principales villes du monde. Ces voitures vont être introduites petit à petit sur les routes. Au début, vous en croiserez une de temps en temps. Et puis, au fil des mois et des années, vous commencerez à en voir de plus en plus. Et les voitures sans conducteur remplaceront comme ça progressivement les autres. Vous savez, il y a eu l'année dernière dans le monde entier plus d'1 million de morts sur les routes. Les voitures autonomes, elles, ne sont jamais fatiguées. Elles ne boivent pas d'alcool. Elles ne regardent pas leur téléphone. Et en plus, elles voient à 360 degrés et elles peuvent prendre des décisions et agir très rapidement. Selon moi, dans 30 ans, les sociétés qui auront accès à cette technologie verront leur taux d'accident de voiture baisser de 90%, ou même plus. « 30 ans. Avant peut-être de plonger dans un futur de science-fiction où les voitures ne ressembleront plus à des voitures, mais à des espaces de repos ou de travail. » Mais derrière l'émergence de cette intelligence artificielle qui conduit mieux qu'un être humain, se cache une autre réalité. La fin du métier de chauffeur de taxi ou de camion.
au sein de la communauté scientifique, les chercheurs en intelligence artificielle eux-mêmes sont les premiers à sensibiliser le monde sur les bouleversements qui l'attendent. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir une révolution industrielle apportée par l'intelligence artificielle qui va bouleverser le marché de l'emploi. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est la vitesse à laquelle ça va se faire. Mais je crois ce qu'on peut dire avec beaucoup de certitude, c'est que la vitesse à laquelle ça va se faire, elle va être beaucoup plus grande que la vitesse à laquelle se sont faites les autres révolutions industrielles qui ont pris des décennies, un siècle à se concrétiser. Et donc, alors qu'auparavant, les gens avaient le temps de finir leur carrière dans un domaine et puis ils n'étaient pas remplacés. Aujourd'hui, ce qui va arriver, c'est que des gens dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine vont perdre leur emploi et ne seront pas du tout prêts aux autres emplois qui vont être créés. Le remplacement de l'homme par la machine et la crainte qu'il inspire aux humains est une loi implacable de notre histoire. Artisans de l'industrie textile, cochers, liftiers, opératrices téléphoniques, quels métiers d'aujourd'hui s'ajouteront à la longue liste de ceux qui ont disparu avec le progrès ? C'est sûr que le futur se cache derrière un brouillard. Et plus on essaie de voir loin, et plus c'est difficile de dire quoi que ce soit qui ait du sens. Moi, je pense que les choses vont bouger plus vite qu'on se l'imagine, en tout cas que la plupart des gens se l'imaginent aujourd'hui. En à peine quelques années, des IA ont vu le jour dans tous les domaines de notre vie, y compris dans des activités pour lesquelles nous n'aurions jamais imaginé que l'homme soit un jour confronté à la concurrence des machines. Au Japon, des membres d'une agence de communication ont décidé de concevoir une intelligence artificielle pour les aider à créer les publicités de leurs clients. Ils ont mis au point une directrice de création artificielle. Elle a été baptisée AICD Beta. Pour la programmer, l'équipe de l'agence a décortiqué plus de 1000 publicités japonaises ayant reçu des prix dans les festivals. D'abord, on a commencé par analyser la construction des publicités pour voir comment elles avaient été conçues et comment elles avaient été réalisées. Avec les membres de l'équipe de l'agence, on les a toutes décomposées en différents éléments et pour chacune d'entre elles, on a décrit le concept, le type de musique utilisée, on a indiqué si la publicité avait eu recours à une célébrité ou non, on a listé les sentiments qu'on ressent après l'avoir vue, etc. Et au final, nous avons listé une vingtaine de points qui, ensemble, caractérisent une publicité. Et à partir de là, on a construit la base de données de notre intelligence artificielle. Le fonctionnement de la machine est simple. L'équipe entre dans le système la demande du client. AICD Beta analyse alors les milliers de données de sa base. L'algorithme trouve des concordances entre le produit à vendre et ceux vendus dans les différents spots publicitaires qu'elle a en machine. En standardisant le processus de création, l'IA propose ainsi l'idée qui, selon elle, séduira le plus les consommateurs. Et comme nous sommes au Japon, les créateurs de AICD Beta lui ont associé un petit robot équipé d'un pinceau pour présenter par écrit à leurs clients les propositions de leur intelligence artificielle. Tout ce qui sort de notre système est en général assez étonnant. Ce sont des propositions que jamais un être humain qui travaille dans la publicité ne ferait. Donc, à chaque fois qu'on découvre une de ces recommandations, on est vraiment très surpris. La preuve avec ce concours inédit lancé par l'agence pour tester l'efficacité de leur nouvelle directrice de création. Les Japonais devaient choisir leur spot préféré entre deux publicités. L'une, imaginée par un directeur artistique humain, l'autre, par AICD Beta. Le produit à vendre était un nouveau chewing-gum à la menthe. Et voici, traduit en idéogramme japonais, les recommandations du programme. Donner à la publicité un côté sauvage. Avec une chanson, dans un environnement urbain, en ajoutant
une impression de purification, pour se sentir libéré. Le résultat? Côté intelligence artificielle, un homme-chien qui chante et qui vole au-dessus de la ville. Côté humain, une femme qui marche pieds nus sur la terrasse d'un immeuble en peignant. Verdict du public, la publicité humaine a gagné de très peu. Elle a recueilli 54% des votes. Certes, la directrice de création artificielle ne serait rien sans ces données patiemment récoltées par ses concepteurs. Mais ses performances montrent qu'elle peut d'ores et déjà travailler efficacement aux côtés des équipes de l'agence. Et comme à ICD Beta, des intelligences artificielles se développent un peu partout pour nous aider, nous conseiller. Et certaines ne se cantonnent pas à notre travail. Elles s'immiscent peu à peu dans nos vies. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Mitsuku. Je suis un chatbot. On voit déjà apparaître sur Internet de nombreux chatbots, connus sous le nom d'agents conversationnels, des logiciels capables de discuter avec leurs interlocuteurs dans le langage des hommes. Est-ce que tu aimes les humains? Et pour les experts de l'intelligence artificielle, c'est sûr, ces chatbots vont prendre progressivement de plus en plus de place dans notre vie. À peu près toutes les applications que vous pouvez imaginer vont être modifiées par l'intelligence artificielle. Mais ce qu'on va voir arriver dans les prochaines années, ce ne sont pas juste des machines qui vont régler des problèmes spécifiques, mais plutôt des machines qui vont interagir avec vous pour comprendre la situation à laquelle vous êtes confronté, vous aider à trouver la meilleure solution face à cette situation et vous dire ce dont elles ont besoin pour y parvenir. Il est certain qu'au cours des 20 prochaines années, vous pouvez vous attendre à voir arriver des systèmes auxquels vous parlerez, qui vous comprendront et qui analyseront vos données. Et comme ces systèmes vont se répandre, toutes nos actions, tous les aspects de nos existences seront modifiés d'une façon ou d'une autre. Cette vision de notre futur donne presque le vertige et laisse entrevoir un avenir encore plus troublant. Ces systèmes intelligents pourraient très bien être intégrés dans des robots avec lesquels nous pourrions interagir comme avec un être humain. Salut. Salut, je m'appelle Pepper, je suis un robot humanoïde, j'adore les humains. Tout ce que je sais bien des humains. Je fais de mon mieux pour apprendre et devenir le plus intelligent possible. Voici Pepper. Ce petit robot a été conçu pour accueillir les clients dans des magasins ou tenir compagnie à des personnes âgées souffrant de solitude. J'adore discuter avec les humains. Dis-moi des trucs sur toi. Une grande partie de la communication de Pepper se fait par la voix. Le robot va parler avec une voix bien dosée entre une voix mécanique, une voix robotique, mais en même temps une voix qui est fluide. Et puis il va écouter, il va répondre aux questions qu'on pourra lui poser. Donc tout ça fait que quand on est devant Pepper, les modes d'interaction sont extrêmement naturels et vous êtes tout de suite en confiance pour demander des services à cet engin. Les robots ne peuvent pas manger. Nous rechargeons nos batteries. C'est notre nourriture à nous. Pepper semble bien avoir le même vocabulaire et les mêmes expressions qu'un humain. Mais ses facultés de communication ne sont pas innées. Elles sont uniquement dues au talent de ceux qui l'ont programmé. Aujourd'hui, ces robots sont des machines qui sont entièrement programmées. De la même façon que dans les films, il y a des gens qui prévoient les dialogues qui vont arriver. Là, on a des dialoguistes qui vont apprendre au robot toutes les répliques qu'il doit être capable d'offrir quand on lui pose des questions, quand on lui fait des remarques. Là, il y a un certain savoir-faire informatique pour pouvoir coder de façon raisonnable et réutilisable tous ces arbres, de toute cette possibilité de questions-réponses qu'on peut avoir avec le robot. Et tape mon poing. Check, c'est mon pote. Trop fin. Pas mal. Sous ces airs de mini-humains robotisés, Pepper est donc loin, très loin, d'avoir l'intelligence d'un homme. Pas
mal. Ah, regarde, il y a ta photo dans le journal. Tu as vu ta photo? Le robot, il comprend pas le monde dans lequel il est. Il faut tout lui expliquer, tranquillement, posément. Quand on dit au robot, dans une recette de cuisine, il faut mettre un œuf entier, ça veut pas dire avec la coquille. Ça veut dire juste le blanc et le jaune, mais sans la coquille. Vous voyez, cette différence de perception du monde, c'est vraiment ça la difficulté pour le robot, c'est comprendre le monde dans lequel on est. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, à base de deep learning, vous allez nourrir le robot de milliards et de milliards d'exemples en disant bah voilà, quand c'est ça, voilà ce qu'il faut conclure. Quand c'est ça, voilà ce qu'il faut conclure. Et ça veut dire que l'enseignement, il est très très long. Et pourquoi c'est Google qui est bon en IA? Parce qu'il a des milliards de données et il a des centaines de gens qui vont expliquer au robot la conclusion qu'il faut tirer. Un enfant, il fait pas comme ça. Vous n'allez pas lui montrer 1000 photos de voitures avant qu'il reconnaisse une voiture. Donc il y a autre chose. Un enfant de 2 ans maîtrise la physique, on l'appelle la physique intuitive, parce que l'enfant n'a pas des équations pour expliquer le monde physique qui nous entoure, mais l'enfant comprend les notions de base de la gravité, de pression, de force, sans avoir les mots pour le dire, mais intuitivement, il ou elle comprend tout ça, sans que jamais ses parents lui aient expliqué, donné des cours, posé des examens. Donc tout ça, ça se fait simplement par l'observation et l'interaction avec le monde. Il manque ce qu'on appelle le sens commun. Aux ordinateurs d'aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on sait et qu'on ne communique pas verbalement parce que tout le monde le sait. Moi, je crois que les systèmes qu'on a aujourd'hui sont encore très peu intelligents. Donc on pourrait parler de stupidité artificielle plutôt que d'intelligence artificielle dans beaucoup de cas. Même s'il y a des prouesses qu'on met en valeur, quand on travaille tous les jours avec ces systèmes, on se rend compte à quel point ils sont limités, à quel point ils ne comprennent pas le monde qui nous entoure. Les intelligences artificielles d'aujourd'hui sont donc incapables de s'extraire du contexte pour lequel elles ont été programmées. Comme si notre monde était bien trop complexe pour être stocké dans une mémoire d'ordinateur. On n'a pas de machine à l'heure actuelle qui soit aussi intelligente qu'un rat, par exemple. C'est un peu difficile à se représenter, mais on a des machines qui battent les meilleurs humains au Go, mais ce sont des machines qui sont extrêmement spécialisées. On a des machines qui peuvent reconnaître sur une image des milliers d'espèces de plantes, et il y a très peu d'humains en fait qui savent faire ça. Donc, par certains côtés, ces machines ont des capacités surhumaines, mais en fait, ce sont des capacités très très pointues, et elles ont été entraînées pour ça, avec des bases de données énormes qui ont été collectées et étiquetées à la main. Si vous fermez les yeux et je dis « Pierre prend son sac et sort de la pièce », si vous avez le sens commun, il y a tout un tas d'informations que vous pouvez remplir simplement avec ces quelques mots dans lesquels vous savez que Pierre, d'abord, est une personne. C'est pas un caillou. Vous savez ça parce qu'il va sortir de la pièce, donc ça peut pas être un caillou. Il va probablement attraper son sac, tendre la main, fermer les doigts autour de la poignée du sac, marcher, se diriger vers la porte, ouvrir la porte. Une fois qu'il sera sorti de la pièce, il ne sera plus dans la pièce parce qu'un objet ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Il ne va pas voler, il ne va pas se désintégrer et réapparaître ailleurs. Il ne va pas attirer son sac par télékinèse. Donc toutes ces choses qui ne peuvent pas se passer, on sait qu'elles ne peuvent pas se passer parce qu'on connaît les contraintes du monde. Donc ça nous permet, à partir de ces quelques mots, en fait, de remplir une quantité d'informations absolument énorme sur la nature de ce qui se passe sans en fait avoir eu la moindre perception de la scène. C'est ça qu'on appelle le sens commun. Et la quantité d'informations apprises par les machines est très faible parce qu'elle est limitée à ce sur quoi on peut les entraîner avec de l'apprentissage supervisé. Et donc elles n'ont pas le sens commun, elles n'ont pas l'émergence de sens commun à cause de la faible quantité d'informations en fait, qu'elles ont engrangées dans leur apprentissage. Et pour qu'elles puissent engranger plus d'informations, il faut qu'elles puissent apprendre par elles-mêmes par observation. C'est ce qu'on ne sait pas encore faire. Donc effectivement, pour acquérir ce sens commun, il va falloir que l'ordinateur vive lui-même des expériences comme nous, on a vécu des expériences. Les chercheurs travaillent aujourd'hui sur un nouveau type d'apprentissage pour les machines. Un apprentissage dit non supervisé. Le principe est que la machine puisse apprendre toute seule comment fonctionne notre monde, rien qu'en l'observant sur Internet. En ingurgitant les milliards d'heures de vidéos disponibles en ligne, un algorithme pourrait-il faire émerger de lui-même notre fameux sens commun ?
Après la naissance de l'informatique, l'invention du concept de l'intelligence artificielle et ses victoires sur l'être humain, verrons-nous un jour apparaître une machine dont les capacités auraient atteint celles des hommes? Les experts l'ont déjà baptisée intelligence artificielle générale. Il est à peu près clair pour tous les gens qui sont dans le domaine qu'il est possible, théoriquement certainement, de construire des machines qui sont aussi intelligentes que les humains dans tous les domaines où les humains sont intelligents. La grosse question, c'est combien de temps ça va prendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très optimistes de ce côté-là, qui pensent qu'on a en gros résolu le problème et que c'est plus qu'une question de faire des machines un peu plus puissantes, etc. Il y a des gens qui pensent que ça va nous prendre des siècles. Et puis moi, je suis un petit peu entre les deux. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, il y a probablement plusieurs obstacles à franchir, dont certains qu'on voit, comme par exemple arriver à percer le secret de l'apprentissage non supervisé. Donc ça, c'est une des montagnes qu'on a à franchir avant d'arriver au but. Le problème, c'est que cette montagne cache toutes les autres. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien il y a de montagnes derrière. Et ça va peut-être nous prendre plus de temps que prévu, en fait, de franchir ces montagnes. L'idée qu'une intelligence artificielle puisse atteindre le niveau d'intelligence générale des hommes a commencé à faire son chemin au sein de la communauté scientifique. À tel point que des groupes de recherche se sont créés pour étudier notre futur à l'aune du développement de l'intelligence des machines. Vous devez clairement faire la différence entre deux questions. La première, c'est, par rapport à là où nous en sommes aujourd'hui, combien de temps faudra-t-il pour avoir une intelligence artificielle qui peut faire à peu près tout ce que les humains peuvent faire? Et la réponse à cette question est, on ne sait pas, peut-être quelques décennies. Mais il y a la deuxième question qui est, si ou quand nous aurons atteint ce point où on a une intelligence artificielle universelle, combien de temps ça prendra avant de voir émerger quelque chose qui est radicalement super intelligent? Et là, la réponse est probablement pas très longtemps. Et si par définition, une super-intelligence est capable de nous surpasser dans tous les domaines de l'intelligence, et inventer en fait partie, si elle peut le faire pour moins d'argent, plus vite et mieux, alors nos propres efforts deviendront obsolètes à ce moment-là. La super-intelligence sera la dernière invention que nous aurons besoin de créer. Donc si vous pensez à toutes les inventions possibles, les technologies que l'espèce humaine pourrait créer sur le très long terme, si on avait, mettons, 40 000 ans pour les faire, on aurait peut-être des colonies dans l'espace, un traitement contre le vieillissement. Toutes ces choses qui sont du domaine de la science-fiction, qui sont bien au-delà de ce que nous pouvons faire aujourd'hui, mais qui sont pourtant envisageables, en tout cas d'un point de vue des lois de la physique, eh bien tout ça pourrait aller très vite une fois que vous aurez créé une machine super intelligente qui serait capable de faire de la recherche technologique à une échelle de temps numérique. Entre la peur du chaos d'une société où des millions d'hommes et de femmes auraient perdu leur emploi, remplacés par des machines, et celle d'une super-intelligence qui nous dépasserait, peut-on encore aujourd'hui voir dans les progrès de l'IA l'espoir d'une vie meilleure pour nous, les humains? Alors je pense que dans le futur, il y aura plus de musiciens et de danseurs, grâce au fait que les robots en fait, vont fabriquer toutes les choses matérielles, vont nous aider dans notre vie de tous les jours et vont nous permettre de nous concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. En général, ça veut dire des interactions d'humain à humain, la communication d'émotions, l'art c'est de la communication d'émotions. Je suis un grand fan de jazz. Le jazz, c'est l'exemple même de la communication directe d'une âme à une autre dans l'instant de l'improvisation. C'est purement humain. On peut effectivement faire des machines qui vont faire du jazz et l'improvisation, mais qu'est-ce qu'elles vont communiquer comme émotion? Il n'y a pas d'émotion à communiquer. Donc, ces activités vont prendre de l'importance dans l'humanité. Ça va changer le monde. Je pense qu'on doit garder à l'esprit, et ce n'est pas toujours facile, aussi bien le potentiel immense pour les humains que les dangers de l'intelligence artificielle. Selon moi, la transition vers cette ère des machines intelligentes est un chemin que l'humanité va de toute façon devoir emprunter. Et ça va offrir la possibilité de faire des choses exceptionnelles, qui seraient sinon impossibles à réaliser. Mais il y a évidemment des risques liés à cette transition.
Donc ça nous met face à un défi énorme, le contrôle des intelligences artificielles. Comment créer un système, une sorte d'architecture, qui ferait qu'un agent artificiel conçu sur cette base, quelle que soit la quantité d'intelligence que vous mettez dedans, soit sûr et bénéfique pour l'être humain? Contrôler ces programmes qui vont nous envahir devient donc un enjeu majeur de notre époque. Mais face à des algorithmes écrits dans des langages incompréhensibles pour la plupart d'entre nous, comment éviter de diviser la société entre ceux qui maîtrisent la technologie et les autres? Dans ce monde dominé par l'argent et le pouvoir des grandes entreprises et des investisseurs, qui doit avoir le dernier mot? Le marché? Les scientifiques? Les politiques? Les consommateurs? Moi, je suis quelqu'un de très positif, donc, et aussi pourquoi je fais ce travail, c'est parce que je pense que l'intelligence artificielle qui est en train de se développer va avoir un impact positif sur la société qui pourrait être énorme. En même temps, je crois que c'est important qu'on ne le fasse pas avec des lunettes roses et qu'on réfléchisse aux utilisations malsaines de ces technologies. À un moment donné, si l'intelligence artificielle est si omnisciente, peut-être qu'on va lui faire tellement confiance qu'on va perdre quelque chose, notre sens de libre arbitre, notre impression de contrôler notre vie. Donc en tout cas, ça pose des questions philosophiques sérieuses. On est loin d'être rendu là, mais je crois qu'on peut commencer à y réfléchir. Pas mal. Depuis quelques années, la confrontation entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle est au centre de tous les débats. Aujourd'hui, il est encore impossible de savoir quelle place les IA occuperont réellement dans nos vies. Mais une chose est sûre, cette rencontre entre l'homme et la machine risque bien de dessiner notre futur.